coronavirus pour que stoppe la surinformation, la désinformation, l'intoxication, il y a quand même lieu d'améliorer la communication officielle de cette riposte Covid-19. Et pour parler de cette amélioration, parce que c'est finalement l'option levée, après quelques observations fondées et non aussi, nous recevons le professeur Dr Gabriel Ntsakala. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Vous êtes expert en santé publique et en communication pour la santé. D'ailleurs, on ne devrait plus vous présenter. Mais vous vous retrouvez aussi dans ce sillage, hein, ministère de la Santé et tout. Donc, chaque jour, vous êtes là pour siéger, pour faire l'état des lieux. Alors, nous avons raison quand nous disons que la communication de la riposte tend à s'améliorer? Bien entendu, madame. Vous savez que c'est une épidémie qui est survenue depuis le 10 mars. On est le 7 avril aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont passées dans l'entretemps. Et donc, il fallait tirer les leçons de certaines choses qui ont été observées pour que nous puissions finalement aller un peu plus en hauteur dans ce qui est convenu d'appeler une communication d'appui à la riposte. Alors, de vous-même, qu'est-ce qui avait marché et qu'est-ce qui n'avait pas marché selon vos évaluations? Bon, madame, vous savez, lorsque une épidémie de ce genre arrive, au moment où personne ne l'attendait, donc il fallait d'emblée développer ce qui est convenu d'appeler une communication de crise. Parce que, en fait, c'est une crise sanitaire. Une crise sanitaire, c'est-à-dire un événement inattendu dans le secteur de la santé qui bouscule un peu l'ordre établi. Et donc, comme c'est une maladie à portée mondiale dont les effets sont déjà connus, le fait que cela arrive au pays, cela fait quand même une crise qui a nécessité une communication de crise dans un premier temps. Et donc, cette communication a été faite au niveau du ministère de la Santé. In time, le ministre de la Santé a communiqué d'abord pour annoncer le premier cas. Et en plus de ça, au fur et à mesure que ça a évolué, la communication suivait par rapport à la progression. Évidemment, comme il s'agit d'une crise sanitaire, la seule communication publique institutionnelle ne suffisait pas. Parce qu'il fallait en plus accompagner la communauté pour que les dégâts liés à la crise puissent être plus ou moins atténués. Et c'est ce volet-là qui a un peu pris du retard, je peux dire. Mais c'est vrai que, comme je dis, une situation qui arrive de manière très brusque, il fallait d'abord rassurer la communauté que nous sommes dans une situation de crise et que la situation est plus ou moins maîtrisable. Et c'est là où on a plus mis les caps dans un premier temps. Bon, maintenant, avec un peu de recul, nous nous rendons compte qu'il y a deux volets, notamment le volet de l'accompagnement communautaire qui a pris un peu du retard. Et c'est sur cela que nous sommes en train de travailler de manière, je dirais, rigoureuse pour que nous puissions finalement arriver à contenir. Pas seulement à contenir, mais plutôt à amener la communauté à pouvoir adhérer aux mesures de prévention, tout en accentuant sur la communication publique et stratégique qui démontre qu'il y a un leadership autour de cette riposte qui est en train de donner les orientations et les directives et que les choses se font de manière tout à fait coordonnée. Vous savez, dès le départ, lorsqu'il y a eu confusion ou erreur, ou lorsque le ministre a rectifié déjà la nationalité du premier testé positif au coronavirus, la communication a failli déjà être biaisée, si bien qu'après, ça n'a plus tellement marché. C'était une grosse erreur de départ. Quand on veut faire une lecture dans un certain sens, on peut peut-être aller dans ce sens-là. Mais ce qui est important à comprendre dans cette communication de crise, c'était, comme je dis, l'information capitale. L'information capitale ici, c'est celle qui annonçait la crise, c'était celle de dire que nous avons un cas de coronavirus au pays. Peu importe la nationalité. Dans un premier temps, c'était l'information principale. Et ça, le ministre l'a fait. Parce qu'on n'avait pas attendu
dès que le diagnostic a été posé, qu'on attende le soir, peut-être tout ça, l'information aurait filtré. Et Oui, si mais jamais, effectivement, si elle avait jamais- déjà filtré, le ministre est venu faire le point un peu plus tard. Mais au moins, il a respecté le principe, c'est d'annoncer d'abord qu'il y a crise. Et le temps de cerner le tout, d'abord c'était une annonce. Et après, c'était une communication officielle. Et cette communication officielle a donné les détails. Donc, à ce niveau-là, les choses se sont passées plus ou moins dans le respect de principe de la communication de crise. On aurait bien voulu voir le premier cas qu'on appelle depuis un certain temps, communément, le père de Corona. On aurait bien voulu le voir aussi guéri et sortir du centre hospitalier de l'amitié sino-congolaise, parce que le cas était controversé. Madame, je crois qu'au cours de l'évolution de ces patients-là, il y a eu plusieurs séquences et le patient lui-même s'est exprimé. Mais je pense qu'aujourd'hui, madame, nous sommes à 180 cas. Il n'y a plus de raison de pouvoir épiloguer autour de ces premiers cas. Ce que nous devons faire maintenant, c'est avancer pour que nous puissions gérer ce qui doit arriver demain et après-demain. Donc, nous avons tiré les leçons de tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons structuré la communication. À ce niveau-là, il y a, je crois que vous avez vu, depuis que le comité multisectoriel de la riposte a été installé, il y a une communication qui s'est faite de manière régulière et de manière officielle. Mais c'est une communication justement de la peur. Chaque jour, il faut nous dire, on a combien de morts aujourd'hui, on a combien de cas. Ça commence à effrayer nos communautés. Si vous voulez voir ça dans cet angle-là, oui. Parce qu'avant, on pouvait dire que le cas n'existait pas. Mais maintenant qu'on vous dit régulièrement ce qui s'est fait, vous voulez trouver autre chose. Mais autre chose, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait quels sont les gestes barrières. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Nous avons communiqué sur les gestes barrières. Nous n'avons pas que communiqué sur le nombre de cas. Mais c'est important parce que vous savez, au-delà, là où j'allais aboutir, au-delà d'une communication de crise, il s'agit d'une épidémie, d'une crise sanitaire. Et la crise sanitaire doit engendrer une autre forme de communication qu'on appelle la communication des risques et de l'engagement communautaire. C'est-à-dire que c'est cette communication-là qui doit amener la population, la communauté à adhérer aux mesures de prévention et aux mesures de recherche de soins. Et c'est cette communication sur laquelle nous devons le plus travailler, au-delà bien entendu de la communication institutionnelle qui nous donne l'évolution et la progression, mais la communauté aujourd'hui se pose des questions. Nous avons travaillé en parallèle à la communication de l'évolution de l'épidémie, une communication d'abord pour faire comprendre à la communauté ce que c'est la maladie. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, nous faisons le monitorage. Même quand vous interviewez un chégué, un boutiquier, je ne sais pas moi, un taximan, nos petits-enfants, ils savent plus ou moins vous dire qu'il faut se laver les mains, qu'il faut tousser comme ça. Ça, au moins, nous sommes dans le bon. Maintenant, nous devons amener la communauté à adhérer à certains gestes et surtout à comprendre quel est le circuit et l'itinéraire de la recherche de soins. Et là, nous sommes en train de nous organiser pour ça, pour que nous puissions finalement arriver à une communication qui soit, je ne dirais pas optimale, mais au moins qui soit à la hauteur de l'épidémie. Est-ce que dans cette optique-là, vous n'avez pas pensé mettre aussi en lumière des cas de guéris pour motiver les autres? Parce qu'après tout, cette pandémie ne tuera pas tout le monde, question que les gens prennent des précautions. Madame, dans notre communication, nous ne cessons de le dire. C'est une épidémie à portée mondiale qui a ses réalités. Nous ne cessons de le dire que c'est une épidémie qui ne va pas tuer tout le monde. Nous cessons de le dire que dans les proportions que nous avons des autres pays, on est autour de 90% de gens qui survivent. OK? Et donc ça, notre communauté doit le savoir. La particularité de cette épidémie, c'est qu'elle est d'une contamination rapide et multiple. Et c'est pour cela que nous prenons toutes les mesures barrières pour que plusieurs personnes ne soient pas contaminées au même moment. Mais quant à la mortalité, nous avons connu pire qu'avec Ebola, avec une mortalité de 50-60%. Cette maladie n'atteindra pas ces proportions-là. Vous comprenez? Et donc,
nous sommes en train de dire, ou nous sommes en train de démontrer dans notre communication. Vous avez vu, je crois que quand vous suivez le bulletin journalier qui est présenté aujourd'hui, nous avons rajouté la rubrique de cas qui évoluent bien par rapport à ce qui était dit par rapport au nombre de décès. Parce qu'en fait, ce que les gens ne comprennent pas, la mortalité, elle est immédiate. Dès qu'un cas vient, s'il fait 2 jours à l'hôpital, au 3e jour, il décède, on compte sa mortalité. Par contre, la guérison, c'est un processus qui doit s'étendre sur un temps. Et nous avons une cohorte. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont tombés malades depuis les 10. D'autres qui sont rentrés dans notre base de données les 15. D'autres le 20. Donc ça progresse chaque jour. Donc si vous voulez la guérison, c'est après 17 jours depuis l'entrée. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous sommes les 7 aujourd'hui, quand vous prenez 10, donc 20 plus 7, 27e jour à peu près. Donc, nous n'avons que la cohorte plus ou moins de deux générations de 14 jours. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont entrés au premier qui ont déjà fait 14 jours et ceux qui ont entré au deuxième qui ont déjà fait 14 jours. C'est tout à fait normal que nous puissions avoir des guéris certifiés en si petit nombre, parce que tous les autres sont encore dans un processus de suivi et à chaque sortie, ça va augmenter le nombre de guérisons. Et c'est pour cela que nous disons qu'il y a aujourd'hui sur le 180, la moitié, 90, qui sont en très bonne évolution parce qu'ils ont déjà dépassé le cap de 7e jour qui est le cap de la moitié de leur séjour. Donc, ça, c'est juste une interprétation, mais pour cela que nous communiquons finalement, parce qu'au-delà des chiffres, il faut donner une explication. Et donc là, nous allons instituer un système, un magazine de commenter nos chiffres, parce que tout le monde n'a pas la même compréhension ou la sinon, même les gens ne voient que interprétation. des morts. Oui, on et voit des cas que qui guéris, augmentent. morts et c'est des peut-être questions banales chaque jour. On est arrivé à combien? On en est à combien? Mais alors, pourquoi avoir fait que la presse a décrié comme obstruction à la communication lorsque le ministre a fait la ronde pour voir les centres hospitaliers qui prennent en charge des cas des malades Covid-19, la presse n'y a pu accéder. Les images leur sont parvenues. C'était une stratégie qui paye bien, le pensez-vous? Non, madame, je ne pense pas, parce que tout le déplacement de son Excellence le ministre de la Santé se fait accompagner des organes de presse de la ville de Kinshasa. Si pas tous, en tout cas, le plus en vue. En tout cas, elle a fait une bonne ronde. Oui. Et ce jour-là, la presse était restée quelque part. On leur a ramené les images. Ah non. Que ce soit Klingalema, que ce soit Kinoise, que ce soit les cliniques universitaires qu'il a visitées, toute la presse y était. Toute la presse, je dis bien toute la presse y était. La presse n'était pas à l'hôpital du Cinquantenaire, par exemple. Bon, je ne sais pas trop vous dire si l'hôpital du Cinquantenaire a fait exception, mais au moins, d'ailleurs, pour cette fois-là, il n'a même pas visité l'hôpital Cinquantenaire. Il a visité les hôpitaux où le ministère est en train de faire des améliorations en termes de réhabilitation. Et là, toute la presse y a été conviée. Et on n'a pas de raison, madame. C'est une épidémie qui concerne tout le monde. Et d'ailleurs, moi, je suis très heureux de voir que pratiquement toute la presse, évidemment, avec les directives, les recommandations du ministère de la Communication et des Médias, même sans directive, la presse aurait fait, oui, l'actualité nous aurait travail, obligé. C'est l'actualité. Donc la presse fait son travail. Et il n'y a pas d'obstruction. Seulement, je peux reconnaître une chose, qu'il n'y a pas trop de disponibilité des experts, des équipes de la riposte, au niveau de médias. Et ça, vous faites bien de le souligner. Et ça, nous sommes en train d'y travailler parce qu'en fait, nous structurons actuellement notre commission de communication avec des sous-commissions qui seront en relation avec les médias et des sous-commissions sur l'information publique et stratégique, et même avec les médias sociaux. Et nous faisons un travail aussi de veille médiatique pour essayer de voir quelles sont les informations erronées, les rumeurs ou les interprétations qui sont au niveau des médias pour que nous puissions arriver à corriger avec toutes ces structures que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et au niveau du ministère de la Santé, la communication sera aussi, si elle a déjà commencé, à être intensifiée. Vous avez vu, il y a 2 jours, le ministre de la Santé a fait un message à la nation avec détail, de manière pointue, sur ce que le gouvernement, le ministère est en train de faire. Et en plus de cela,
La ronde qu'il est en train de faire dans les hôpitaux, c'est également pour essayer de voir et de comprendre certaines choses qui ont été dites, notamment sur la prise en charge, mais également une préoccupation pour améliorer cette prise en charge qui va influer sur le nombre de décès que nous sommes en train de déplorer. Quand est-ce que la RDC devrait atteindre le pic? Bon, madame, vous savez, la notion de pic, c'est des simulations mathématiques. C'est des simulations mathématiques. Nous n'avons pas beaucoup de recul aujourd'hui. Nous sommes à 180 cas. Nous voyons un peu l'évolution. Vous savez, quand vous prenez l'évolution de l'Italie, par exemple, au jour où nous sommes au 27e jour, oui, l'Italie avait déjà fait de milliers de cas. Nous sommes encore à la centaine. Donc, on n'est pas obligé d'atteindre des milliers, voilà. en principe. Non, c'est pour vous répondre qu'on ne sait pas faire une comparabilité en termes de pic entre ce pays-là et nous. Nous avons nos paramètres, mais pour l'instant, nous ne pouvons pas encore vous dire quand est-ce qu'on aura les pics, mais avoir l'accroissement de malades au jour le jour. Bon, peut-être que le mois prochain, peut-être pas, peut-être après, mais ça reste un peu d'une simulation qui est tout à fait mathématique. Vous évoquiez des possibilités d'intégrer les communautés dans le circuit de recherche de soins. Pourtant, les numéros verts sont toujours inopérationnels. Le 101, le 109, le 110, que se passe-t-il? Vous avez bien fait de relever cette situation. Vous savez, le numéro vert relève d'une certaine technicité. C'est-à-dire quoi? Vous avez la ligne qui est offerte, mais vous devez avoir une plateforme qui accueille tous les appels. Et en troisième élément, vous devez avoir des opérateurs disponibles qui répondent. Et donc, depuis qu'on a commencé, nous avons travaillé sur cette plateforme. Et c'est la plateforme 101 qui a abouti et dont les travaux sont terminés et qui a commencé. Mais on va se rendre compte qu'avec le moyen qui était le nôtre tout au début, on avait juste 10 postes où 2 opérateurs devaient se relayer entre 8h et 18h. Mais avec les appels... Et après, on doit refaire le lendemain. Bien sûr, parce que ce sont des compagnies qu'il faut, entre autres, payer par rapport aux heures de prestation. Donc, les enveloppes qui ont été disponibilisées ne permettaient pas de faire 24 heures sur 24 heures. Les barrières, c'est 24 heures sur 24. Les appels d'urgence, ce n'est pas 24 heures sur 24. Faut Bien des sûr, moyens. Au-delà de ces appels qui pouvaient être des appels communautaires, il y a des appels de l'équipe de riposte ceux-là pouvaient se faire 24 heures sur 24 avec le numéro des équipes de la riposte, donc de la surveillance épidémiologique. Mais on est en train de travailler assez rapidement sur le 109 et le 110. Parce que le 109 et le 110 également, ça c'était la contribution des opérateurs téléphoniques. Mais là encore, ils se sont limités à attribuer des lignes. Donc il fallait trouver aussi un moyen de pouvoir connecter les 2 lignes sur une plateforme et avoir des opérateurs qui puissent répondre. Alors on a finalement dit, comme ça traîne, qu'on connecte les 3 lignes sur une seule plateforme. Donc, je crois que les travaux se font cette semaine. Le 101, 109, 110 tomberont sur les mêmes opérateurs et on est en train d'élargir. Donc, ça, c'est un problème tout à fait technique qui va prendre encore quelques jours, qui sera réglé dans un meilleur délai. On a envie de comprendre comment se fait la structuration. On part de la task force, on part du comité multisectoriel, on parle du secrétariat technique de la riposte. Comment ça se fait? Comment ça s'enchevêtre? Qui fait quoi? Alors, madame, cette question vaut la peine parce qu'en fait, vous devez d'abord comprendre une chose, que la riposte de coronavirus n'est pas la seule affaire du ministère de la Santé. Les décisions qui sont prises ont des implications qui vont au-delà du ministère de la Santé. Par exemple, la décision de fermer l'aéroport, les vols internationaux. Ça, ce n'est pas de la matière du ministère de la Santé. C'est pour ça que ça arrivait trop tard. C'est justement... Parce que c'est l'aviation civile, c'est le ministère des Transports, c'est la RVIA, toutes ces structures-là devaient être mises en contribution pour pouvoir décider. Chacun devait voir les pour et les contre, y compris la DGM et les autres services. Nous, ministère de la Santé, au niveau de l'aéroport, nous n'avons que notre direction de l'hygiène et contrôle frontière. Ouais. Vous comprenez? Quand vous voyez les autres aspects, aujourd'hui le confinement, ce n'est pas... La mise en application ne relève pas du ministère de la Santé. C'est le ministère de l'Intérieur, c'est l'hôtel de ville, c'est des dispositions à prendre dans tous les cas. C'est pour cela
qu'on a élevé la gestion de cette riposte au niveau de la présidence de la République. Et c'est à ce niveau-là qu'on a créé la task force, où le bureau du président est représenté par le conseiller spécial en matière de santé et aussi de la couverture universelle, qui donne le rapport au président avec l'équipe. Ça, c'est la task force. Maintenant, en dessous de la task force, il y a le comité multisectoriel de la riposte. C'est là où il y a le membre du gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, et le ministre de la Santé, ou le ministère de la Santé fait le secrétariat de cette commission. En dessous, donc ça c'est deuxième niveau, le troisième niveau de l'organigramme, vous avez le comité multisectoriel de la riposte qui gère la riposte au quotidien et qui est sous la conduite du professeur Mouyembe. Maintenant, c'est à partir de là que les différentes commissions, les différentes actions de terrain sont déclinées et il y a un coordonnateur de terrain qui est le prof Steve Aouka et qui gère ou qui interagit avec des commissions, la prise en charge, non, d'abord la surveillance épidémiologique et suivi des cas. Il y a les laboratoires, il y a la prise en charge médicale, d'une part, la prise en charge psychosociale, parce que tous ces malades-là nécessitent vraiment un suivi psychosocial, et puis il y a la communication de risque et de l'engagement communautaire, et vous avez aussi une commission de la prévention et contrôle des infections. C'est cette commission qui désinfecte, c'est cette commission qui enterre. Aujourd'hui, là, vous avez vu ce qui s'est passé à l'hôtel du gouvernement. C'est cette commission-là qui travaille. Ce qui va se passer aussi à la Gombe. Voilà, qui va faire le suivi pour nettoyer tous les foyers infectieux. C'est une commission très importante. Mais aussi, il y a une commission, deux commissions. Il y a une commission de préparation aux épidémies de provinces qui ne sont pas touchées. Parce que nous devons déjà anticiper. Il peut arriver qu'au-delà de 5, que d'autres provinces puissent être touchées. Il y a une commission pour ça, qui doit gérer, qui doit faire de l'anticipation. Et la toute dernière commission, aussi importante, c'est la commission sécurité. Et donc, la police est avec nous, où siègent aussi d'autres partenaires, notamment la MONUSCO, pour essayer de suivre, d'aider toutes les autres communications là où ils ont des problèmes de sécurité. Je dois vous dire, par exemple, dans certains hôtels où on a confiné, où on a fait l'isolement, il y a par exemple certaines personnes qui ne voulaient pas ou qui refusaient de soulever. Mais il aurait fallu cette commission-là, pas pour venir blâmer, mais pour venir faire un peu la dissuasion et pour que les gens puissent finalement adhérer. Donc voilà comment est structurée la riposte. C'est intéressant, cette commission de la préparation. Ce serait peut-être une réponse à ce que les Congolais ont décrié autrefois, parce que tout le temps, on nous disait par la voix des ondes que la République démocratique du Congo avait mis tout en place pour barrer la route à cette épidémie, qui est encore épidémie. Mais du coup, nous nous sommes rendus compte que l'épidémie est entrée finalement par ce fameux vol du 8 mars. Et puis, les choses étaient assez brinque-ballant, le temps de pouvoir tout mettre en œuvre. Et là, maintenant, on est en train de tout récupérer. Nous nous rattrapons au point même d'anticiper. Et bravo. Oui, oui, madame. En fait, là aussi, même avant le premier cas, nous avions cette communication de préparation, cette commission de préparation à la riposte. La différence est qu'en cette période-là, nous n'avions pas de cas. C'est-à-dire nous n'avions pas un recul par rapport à la spécificité des éléments. Mais vous saviez que cette maladie venait par des avions. Oui, mais nous avons justement... En fait, je ne voudrais pas revenir à ce qui s'est passé, nous avons déjà évolué. Mais je fais juste... place juste quelques mots parce que vous l'avez évoqué. L'aéroport était, comme d'habitude, surveillé avec la température, avec le renseignement et tout. Oui, même si certains cas passent toujours. Oui, certains cas, parce que nous n'avons qu'un élément clinique que nous contrôlons, c'est la fièvre. Et la fièvre, on ne l'apprécie que par le thermomètre. Et vous savez que si une personne veut contourner, comme c'était le cas du premier cas qui se savait malade depuis la France, on pouvait bien s'arranger 30 minutes avant l'atterrissage de prendre son paracétamol et passer. Mais je le dis toujours, que nous n'avions pas que le seul filtre, nous avions deux filtres, deux ou trois. Au niveau des hôpitaux, il y avait aussi des filtres pour déclencher l'alerte. Et c'est ce deuxième filtre qui a marché 3 jours après.
Non, 2 jours après. Le vol était le 8 mars. Le 8 et le 9, oui, et le 10, c'est le 10, on a déjà, déjà alarmé. Et donc, notre système de préparation a marché. Parce que si nous n'avions pas préparé les équipes, il allait passer inaperçu. Alors, où se déroulent vos réunions quotidiennes? Nous avons commencé à l'immeuble du gouvernement, lorsque l'épidémie a commencé, c'était au Salon Rouge. Et après, nous avons migré vers l'UNRB, au niveau du nouveau bâtiment de l'UNRB. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il fallait finalement avoir un quartier général. Donc aujourd'hui, nous avons un quartier général de la riposte qui se trouve être à l'INPES. L'INPES, l'école des infirmières, qui est juste en face du nouveau musée, sur le boulevard Triomphal. Donc c'est là où se trouvent aujourd'hui les sièges. Toutes les commissions sont là et tous les jours, les commissions travaillent du matin jusqu'à l'après-midi. Les gens qui sont sur terrain reviennent en début d'après-midi et vers 16h, nous avons la plénière pour discuter de tout ce qui s'est passé au cours de la journée. Comment se porte le professeur Muyembe? Le professeur se porte bien et vous savez qu'il travaille beaucoup, il est sollicité réunion sur réunion. Et au niveau du cabinet du ministère de la Santé également, il y aura un office de porte-parole qui va ensemble organiser un peu cette communication qui peut être appelée communication publique et stratégique. Une façon aussi de les préserver parfois de quelques erreurs. Pas forcément ça. Ou des mauvaises formulations pour des incompréhensions. Puisque vous l'évoquez, je dois vous dire une chose. Le professeur Muyembe communique depuis plus de 50 ans. Depuis plus de 50 ans, il est dans la recherche. Attendez, plus de 50 ans, il est dans la recherche. Et ses communications sont plus de communication scientifique et de communication technique. Et donc, ça fait à peine 2 ans, avec la riposte Ebola, qu'il est dans une communication qui est publique et médiatique. C'est-à-dire que son expression est une expression scientifique. Et nous, les scientifiques, quand vous parlez des candidats vaccins, nous comprenons ce que ça veut dire. Quand nous parlons des essais cliniques, nous comprenons ce que ça veut dire. Et ce n'est pas la même compréhension quand moi je vous dis essai clinique, vous croyez essayer sur quelque chose. Mais les politiques ont compris qu'il a versé de la communication politique. Qui prend la décision d'essayer, ne serait-ce qu'essayer un vaccin? N'est-ce pas aussi le politique? Madame, je crois que ce n'est pas le sujet. Je suis très à l'aise pour répondre à ça. C'est ma spécialité, de vous faire comprendre. Je suis expert en santé publique, je suis expert en communication pour la santé. Voilà. OK? Ouais. Si vous voulez, on pourra faire toute une émission où on vous explique comment on commence un vaccin, comment on commence un médicament. Sachez-le. Même cette chloroquine que nous sommes en train d'adiler, nous sommes en train de réclamer, c'est un médicament qui a commencé par un essai quelque part. Tout à fait, il y a toujours des essais, le après vaccin des animaux que nous avons et tout ici, ça. Avant de voyager, nous allons prendre des vaccins, tout ça, c'est des vaccins qui nous protègent aujourd'hui, mais qui ont été essayés quelque part. Il y a des cobayes, on le sait. Non, non, on ne parle pas en termes de cobayes quand il s'agit d'une avancée de la science. On parle de volontaires. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un processus de mise en marche d'un vaccin, il y a 4 étapes. Ça se fait d'abord dans l'esprit de celui qui a conçu au laboratoire, avec ses tubes. Il trouve qu'il peut aller dans une bonne direction. Après, il va sur ce qu'on peut appeler alors cette fois-là les cobayes. Ce sont les animaux de laboratoire, beaucoup plus de souris, les lapins, les singes, et parfois même quelques primates. À ce niveau-là, on voit les réactions. Et on dit maintenant, avec ces réactions, ça peut être toxique ou moins toxique chez l'homme, alors on peut passer à l'étape de l'humain, 3e étape. Et c'est à ce niveau-là qu'on parle des essais cliniques. Et ces humains-là, doivent être de volontaires qui acceptent. 2, avant d'accepter, ils prennent connaissance de tout ce qui a été fait, de toutes les toxicités possibles. Ce protocole est disponible, il est accessible? Et attends, je termine. D'abord, ces personnes-là qui doivent se porter volontaires doivent être suffisamment informées, détail après détail, détail par détail, de tout ce qu'ils pourront éventuellement subir. Et puis, ils signent un acte d'engagement, on appelle ça un consentement éclairé. Et après, il faut une approbation d'un comité d'éthique nationale qui doit lire les protocoles, accepter les dispositions qui sont mises là-bas, ou rejeter, ou faire corriger. Ce n'est qu'en ces moments-là que l'essai peut commencer sur les humains. Donc,
quand le professeur Mouyembe dit essai clinique, Au c'est mois de toutes mai. ces étapes-là. Essai Mais lui, technique, en au scientifique, mois, essai technique, au mois de mai, on a déjà dépassé toutes ces étapes. L'autorité a dit oui, la commission d'éthique a aussi non, signé. mais je dis l'essai technique veut dire passer par toutes ces étapes. Donc, si on accepte, et en plus, si au on départ, accepte. attendez, parce qu'au départ, c'est des démarches entre chercheurs. Celui qui cherche demande à un collègue qui est quelque Tout part, à fait. voilà ce que je trouvais. Et c'est entre eux que ça se passe. Mais je pense que ce n'est pas l'objet de nous risquons Non, ce de n'était nous- qu'une question de Oui, communication. donc Cette juste, parenthèse, je on voulais peut... juste ouais. éclairer ce volet-là, mais Cette si vous parenthèse-là, voulez, on peut la pourra y refermer. revenir pour une autre émission Ouais. où on éclaire en Ouais, termes simples tout à certaines fait. choses. Oui, tout à fait, parce qu'il y a parfois des médicaments, on sait que les médicaments ont des effets secondaires aussi et tout. Alors à un moment, même ceux qui sont les praticiens, les autres chercheurs, horticulteurs et tout, à un moment vous disent, mais ce médicament, il n'est pas bon à cause, mais vous prenez tellement de l'eau, ça aussi c'est bon pour de temps en temps vous rafraîchir la gorge, c'est Et aussi bien sûr, recommandé. bien sûr, surtout pour chasser éventuellement les bactéries et tout ça. Ah qui oui, vont hein, arriver chasser les bactéries. Donc, à l'arrière-gorge. Voilà, ça, c'est aussi important. Alors, on revient comment pour finir sur l'amélioration de la communication à la riposte de Covid-19. Donc, on peut être sûr qu'au quotidien, on aura des nouvelles qu'on attend. Oui, de plus en plus, nous allons aller dans le sens de renforcer cette communication sur la riposte. C'est vrai que les gens ont parlé dans tous les sens, même ceux qui maîtrisent et ceux qui ne maîtrisent pas. Ah oui. Mais je dois aussi dire que c'est une communication qui doit aussi être faite par tout le monde, mais sous un encadrement des experts. Parce qu'il y a quand même une spécificité dans cette communication. Ça se fait déjà plus ou moins bien. Les politiques relayent les méthodes barrières, et ça c'est une bonne chose. Mais pour certains aspects propres à la riposte, nous allons, ou nous pas déjà nous allons, mais nous sommes en train de pouvoir donner plus d'éléments. Comme je vous avais dit, il y a un bulletin qui est publié chaque soir. Il y a la petite vidéo qui vous donne l'état et l'évolution de la situation. Mais je pense que nous allons aller au-delà de ça pour faire de commentaires au-delà des chiffres. Mais aussi, nous sommes en train de faire aussi la banque des rumeurs. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs et nous allons travailler sur les rumeurs. Et aussi, nous allons multiplier des séances et surtout mettre à la disposition de médias des experts pour qu'ils puissent être à mesure de donner des informations à temps utile. Et au niveau du ministère de la Santé, le ministre de la Santé va communiquer davantage, peut-être 2-3 fois la semaine. Au cas où il peut être empêché, il va désigner un porte-parole qui va de temps en temps le relayer. Et nous-mêmes, nous serons là où on pourra avoir besoin de nous en tant qu'experts de santé publique et de communication attachés au ministère de la Santé pour que nous puissions suffisamment apporter de l'éclairage à tous ceux qu'ils voudront. Sinon, merci déjà pour cette opportunité de cette première sortie. Nous vous remercions. On vous aurait demandé de dire un mot à nos communautés pour une communication, pour une situation maîtrisable. Oui, alors, peut-être un élément que je voulais vous dire, parce que vous m'avez amené sur un terrain qui n'était peut-être pas prévu dans cette discussion, c'est que le communauté, là nous y travaillons parce que la communication doit avoir un ancrage sur le système de santé. Et notre système de santé est structuré en zones de santé. La ville de Kinshasa a 35 zones de santé et dans chaque zone de santé, nous avons ce qu'on appelle les aires de santé qui sont une accumulation, pardon, un regroupement de quartiers. Ouais. Et donc, il y aura cette dualité renforcée, bien sûr, entre la subdivision sanitaire par aire de santé et la subdivision administrative par quartier. Et donc, toutes les aires de santé avec les infirmiers titulaires vont travailler davantage pour se rapprocher, un peu comme on fait avec les campagnes de vaccination, hein, dans les relais communautaires, avec le mégaphone, toutes ces personnes-là qui vont maison par maison en visite à domicile, et aussi le chef de quartier et les bourgmestres en tant qu'autorité administrative seront également impliqués pour la gestion de la cité afin que nous puissions arriver à améliorer cette communication communautaire. Ça, c'était important. Professeur Dr Gabriel Nsakala, expert en santé publique et en communication pour la santé, merci pour votre passage.
Merci pour Biwan. Je pense que ça ne sera pas la dernière occasion. Ce n'est pas la dernière occasion. Prenez soin de vous. À très vite. Et comme vous et également, madame, Merci. surtout, n'oublions pas les gestes barrières. Voilà. C'est laver systématiquement les mains, comme ça, 30 secondes, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas seulement plonger, c'est frotter 10 secondes, frotter les espaces entre le doigt et également le bout de ongles et tremper, tremper, tremper et sécher. Voilà comment on se lave les mains. Merci. Merci pour ce rappel. Madame Huston, on va marquer un stop ici, au Stop Covid de ce jour. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite sur Biwan. Au revoir.